État mixte sur papier, chapitre 23. Une journée, fin de matinée, j'ai besoin d'aide. Oui, je sais, je réalise, je ne m'en sortirai pas seule. Alors quoi? Qui pourrait m'aider? Là, maintenant que je suis si loin? Pas ma famille, hors de question, je les veux loin, je les veux loin. Pas mes amis, trop loin maintenant. Ce n'est pas leur rôle. Non, je sais, j'imagine, j'ai besoin d'un professionnel. Ouais, sûrement. Si ça ne va pas, vous appelez. J'ai des doutes. Elle me dira peut-être quoi faire, je ne sais pas. Il faut que j'appelle quelqu'un qui me ramène au calme, à la réalité, qui me dise quoi faire. J'ai besoin de mots concrets et précis. J'appelle le docteur I. Écoutez, je ne sais vraiment pas quoi faire avec vous. Je raccroche. Comment dire? Comment expliquer à quel point cette phrase est destructrice à ce moment précis, tel que je la reçois? Je suis en détresse permanente, c'est vrai, mais quand même, à des moments plus qu'à d'autres, et là maintenant, je ne peux pas entendre ça. Je comprends l'exaspération, la lassitude, la fatigue, le sentiment d'impuissance et même l'énervement. Mais si j'en viens à prendre mon téléphone dans un moment pareil, ça veut dire que je n'ai même plus de réserve. Je n'ai même plus l'orgueil de vouloir cacher ma détresse. Ça veut dire que j'en suis là. Que je suis plus que désespérée. Dans cette espèce de no man's land entre la tentative de suicide et le suicide. Et je ne sais vraiment pas quoi faire avec vous, ça ne fait que me renvoyer directement à mon sentiment d'inutilité, de nullité, à quel point je suis irrécupérable, incapable de quoi que ce soit, et pénible en plus, envahissante, agaçante, chiante. C'est une phrase d'abandon, qui veut dire « j'ai tout essayé, ne comptez plus sur moi, fichez-moi la paix ». Ça veut dire « on ne sait vraiment pas quoi faire de vous, parce que vraiment, on a essayé, mais on ne peut strictement rien faire avec vous ». Il faut que j'arrive à mourir. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je suis irrécupérable parce que je n'arrive pas à vivre et que je n'arrive pas non plus à mourir. Il faut que je meure, qu'on en finisse. Si ça ne va pas, vous appelez. Non, c'est faux. Si ça ne va pas, vous n'appelez pas. Les mots ont un sens. Les mots composent des formules magiques qui ouvrent et ferment des portes. Quand on récite la formule « si ça ne va pas, vous appelez », on ouvre une porte. Il ne faut pas s'étonner si un jour, à bout de souffle, quelqu'un entre. Allez aux urgences. Du temps passe. Oui, je vais aller aux urgences, parce que je dégouline de sang, parce que de toute manière, je ne peux même pas crever. Allô, S? Oui, F, ça va? Je crois que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Ok, j'ai la voiture. T'es où? Chez moi. Ok, bouge pas, j'arrive. Merci. Je suis aux urgences d'Avignon. S fume une cigarette dehors parce qu'elle ne peut pas rester avec moi. Mes affaires sont dans un sac plastique, je suis allongée sur un brancard. Une journée, quelque part dans l'après-midi, quelque part avec plein de brancards, une grande salle, des rideaux qui cachent les corps mais pas les sons. Tout ce bruit que fait la douleur et qui traverse tout. La salle de tri, de cri, le tri de la douleur. Il y a une femme, une infirmière je crois, qui m'a été assignée. Elle ne me lâche pas d'une semelle. Un psy vient me voir, il me demande combien j'ai pris de cachets, pourquoi je me suis blessée, etc. Il repart. Ils font rentrer S. Je lui dis qu'elle n'est pas obligée d'attendre, qu'elle peut partir. Elle me dit qu'elle va rester encore un peu, qu'elle n'a rien de particulier à faire. On lui demande de sortir, elle ne peut pas rester là. J'attends. Je ne sais pas ce que j'attends, ça ne sert à rien que j'attende ici, j'ai envie de partir. L'infirmière me dit qu'elle va s'absenter 1 minute, elle me demande de ne surtout pas bouger d'ici. Elle part. J'enlève tous les trucs qu'ils m'ont collés sur la peau, je me lève, je sors mon jean du sac plastique, je l'enfile sous la blouse, je prends mes chaussures. Quelqu'un rentre et la grande porte reste ouverte, quelques secondes. Je me faufile, je traverse plusieurs couloirs, je me perds, je me cache quand j'entends des pas, je repars, finalement j'atteins la sortie. Je suis dehors. Je retrouve S qui attend devant les portes. Je lui demande une cigarette. Je suis encore dans le brouillard à cause des cachets, mais cette cigarette a vraiment un goût de liberté, de soulagement. Je fume donc je suis. C'est complètement excessif, je sais, mais je suis dans un état excessif. Je vis à la seconde, je pense, je suis sortie, je fume, je suis sauvée. Je m'accroche à ma cigarette. Alors que je suis devant les portes, je sais que ce n'est pas terminé.
L'infirmière me retrouve et me ramène dans le service en me traitant d'irresponsable. S me dit au revoir, j'attends, inexorablement, qu'il se passe quelque chose. On me dit que ma famille est prévenue, qu'ils sont en route, manquait plus que ça. C'est sûr, je me sentirai tellement mieux quand ils seront devant moi et que je n'aurai rien à leur dire, parce qu'il n'y a rien à dire. On me dit de me rhabiller, on déménage. On me laisse seule dans une sorte de salle d'attente. L'infirmière et le psy s'enferment dans un bureau, et je dois attendre, encore, indéfiniment. Mais j'y arrive pas, je m'ennuie trop alors, je commence à me balader, je sors mais je n'ai pas de cigarette. Pourquoi je n'ai pas de cigarette? J'ai juste besoin de fumer là, c'est tout. Il faut que mes mains fassent quelque chose. Je commence à démonter la poignée de la porte, mais ça résiste, alors je donne des coups avec un truc que j'ai trouvé par terre. L'infirmière sort, elle me dit de me calmer et de m'asseoir, elle me dit que je suis insupportable, qu'il faut attendre, et elle disparaît derrière la porte. Mes parents sont là. Une journée, c'est un peu le soir, je n'ai absolument pas envie de les voir. Nous sommes tous dans le grand bureau, l'infirmière, le psy, mes parents et moi. Vous allez finir par y arriver un jour, à mourir. On ne peut pas vous laisser dans la nature. Vous n'êtes pas en état de savoir ce qui est bon pour vous. Il faut vous soigner. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous n'êtes pas en état. Sur la table, une feuille à signer, une hospitalisation à la demande d'un tiers à l'hôpital psychiatrique de M. Mes parents se tournent vers moi. Je ne sais pas, peut-être. Je ne peux pas rentrer à la maison, je ne peux pas rester seule ici. Alors mes parents signent. Je suis dans l'ambulance et je me demande si ce que je vis est réel ou si je délire encore. Chapitre 24. C'est une petite pièce, exiguë. Un infirmier me pose des questions. Certaines sont ambiguës. Je ne sais pas toujours quoi répondre. C'est plus compliqué que ça. Je ne me reconnais pas dans les mots qu'il emploie. Je veux dire, vraiment, je suis ça. Je suis là pour ça. Mais comment? Comment j'en suis arrivée là? Il me demande de vider mes poches et mon sac sur la table. Portable, clé, argent, lecteur MP3, livre, stylo, carnet, il prend tout sans distinction. Tout ce qui m'accompagnait, tous les jours, est en train de glisser dans une petite pochette en plastique, mes papiers d'identité, scellés sous plastique. On vous les rendra à votre sortie. Il me fait visiter. Chaque porte qu'il ouvre est soigneusement refermée à clé derrière nous, avec un gros trousseau de clés bien bruyant. Des couloirs sombres, des couleurs sombres, j'ai l'impression d'être sur un vieux cargo tout rouillé. C'est ça, un vieux rafio à l'abandon. Il me montre une chambre en me disant que la mienne n'est pas encore prête, mais qu'elle ressemblera à ça. Je ne veux pas que la visite se termine, je sens que si je m'arrête de marcher, je vais dégringoler dans le noir. Tout me dit qu'il ne faut surtout pas rester immobile. C'est l'heure du repas. Il me montre la salle, des patients sont en train de mettre la table, ils me regardent sans expression. Je ne pourrai jamais. C'est impossible. Je sens comme une énorme vague d'angoisse qui commence à m'envahir. J'ai envie de pleurer. Une journée. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là en une journée? C'était quoi cette journée? Il s'est passé quoi? J'ai juste l'impression d'avoir rêvé. Vraiment, une journée? Je n'ai aucune notion du temps. Mais comment est-ce qu'on peut tomber aussi vite quand on se balance depuis un moment et qu'on finit par basculer? Vous allez voir le psychiatre pour votre entrée. Il va vous prescrire quelque chose pour dormir cette nuit. Puis il va voir pour le traitement. Le traitement? Oui. Non, j'ai dit que je ne voulais pas de traitement. Je veux rester lucide. Écoutez, vous verrez avec lui. Je rentre dans le bureau. C'est encore sombre malgré l'éclairage. Tout est petit, bas de plafond. J'ai l'impression d'étouffer. Le psy me regarde. Il me lit mon dossier, les conclusions du psy des urgences. Je ne dis rien. Il me parle comme s'il me parlait de quelqu'un d'autre, comme si je n'avais rien à dire, comme si je ne comprenais pas. Je suis hospitalisée à la demande d'un tiers et je suis en train de comprendre ce que cela signifie vraiment. Ma parole ne vaut plus rien. Ce que je peux dire n'a aucune importance, aucun poids, puisque de toute façon il a été déclaré que je ne suis pas en état, je ne sais pas ce que je dis. C'est clairement ce qu'il est en train de me dire, et je suis impuissante, je ne peux rien faire, c'est signé. Je veux dire, je n'ai plus aucun crédit, je suis considérée comme inapte à prendre les décisions qui me concernent, inapte à avoir le contrôle de ma propre vie. Pourtant, je sais ce que je dis. Je me connais plutôt bien, je crois. Je sais comment je réagis, je sais ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. D'accord, je ne fais pas toujours ce qui est bon pour moi, c'est vrai, je ne maîtrise pas mes émotions, d'accord, j'ai des réactions violentes aussi, j'ai de fortes tendances suicidaires, ok. Mais je connais le fonctionnement, je connais, alors pourquoi on ne m'écoute pas?
Comme ça, être soudainement dépossédé du droit de décider pour soi, comme ça, je ne comprends pas, c'est intolérable. Et le fait que je réagisse aussi violemment à la situation prouve bien que je suis en capacité de reconnaître un danger réel, une menace, la pire qui soit, celle de mon indépendance. Et si l'idée d'être privé de mon libre arbitre me révolte, cela devrait être perçu comme un signe de bonne santé, non ? La contrainte injustifiée, injuste, l'impuissance, le besoin irrépressible de violence, contenir par le silence défense, un silence insolence, le son de la violence. Le psy me pose des questions. Devant l'impossibilité d'un dialogue ouvert, égal, je finis par refuser toute discussion. Puisque ce que je dis n'a aucun impact sur la situation, la seule solution qu'il me reste pour montrer mon désaccord, c'est le mutisme le plus hermétique qui soit. Il me provoque, il essaie de me faire réagir, je reste prostrée. Il me dit que vu mon état, il va me prescrire un traitement que je vais prendre tout de suite. Je lui dis qu'il peut aller se faire voir, je ne prendrai pas son traitement. Il me dit que je n'ai pas le choix, que je prendrai ce traitement que je le veuille ou non, et que si je refuse de l'avaler, ils me l'administreront de force par injection. Alors c'est fini ? Je ne peux plus me contenir, j'explose, je ne peux pas rester calme, je crie, je pleure, je dis que ce n'est pas possible, que je ne peux pas rester là, que je veux sortir, que c'est ici que je vais mourir et pas dehors, que je refuse. Il me dit que je suis en crise, que les infirmiers vont me donner un traitement et que s'ils y sont obligés, ils m'attacheront. Il empire la situation. Être immobilisé de force, entravé dans mes mouvements, m'attacher est la pire chose qu'on puisse m'infliger. Je ne supporte pas ça, ça me met dans un état de panique incontrôlable. Oui, je suis en crise, ah ouais, je suis carrément en crise. On me retient physiquement prisonnière, on ne tient pas compte de ce que je dis, on se fout de ce que je pense, et on veut m'attacher pour me sédater contre ma volonté. Il y a de quoi être en crise, non ? Je me lève, je sors du bureau en courant, je cherche une sortie en étant totalement consciente qu'il n'y en a pas. Je sais que tout est fermé, ça me rend folle, je cours dans tous les sens, je me réfugie dans la pièce à la grande fenêtre avec des grands barreaux. J'essaie de l'ouvrir mais elle est fermée à clé, je frappe le verre, j'ai besoin d'air, il me faut de l'air. L'infirmier arrive, il me dit de me calmer. Je lui dis d'ouvrir la fenêtre, je veux qu'il ouvre la fenêtre, j'étouffe, je suis claustro s'il vous plaît, ouvrez la fenêtre. Il me dit ok, il ouvre la fenêtre. Je lui dis qu'il me faut une cigarette. Il part et revient avec une cigarette. Je me calme, je sais que c'est ma seule chance, montrer que je suis calme, que je suis lucide, que je mesure la situation et que je suis en état de décider que je n'ai rien à faire ici. J'essaie d'expliquer à l'infirmier, il m'écoute. Il me dit que les seules personnes qui peuvent décider de ma sortie sont le psychiatre ou mes parents, qui ont signé la demande d'hospitalisation. D'accord. Laissez-moi appeler mes parents. Laissez-moi leur expliquer. Vous n'avez pas droit au téléphone. Vous aurez droit à un appel demain. Attendez jusqu'à demain, vous verrez, vous êtes en état de choc, mais ça ira sûrement mieux demain. Je ne peux pas attendre demain c'est trop tard, c'est pas possible. Pourquoi vous ne voulez pas prendre le traitement ? Parce que je sais que c'est pas une solution. Ce n'est pas ma solution, la solution au problème qu'est moi. Ça ne changera rien, ça ne fera que retarder les choses. Je le sais, j'ai déjà essayé. Laissez-moi téléphoner, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas téléphoner. Je ne peux pas vous laisser téléphoner. J'essaie de rester aussi calme que possible, ne pas crier, arrêter de pleurer. Il faut juste qu'ils comprennent. Je ne peux pas rester là, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vital, je dois sortir. D'accord alors, vous, appelez mes parents. Appelez-les pour moi, s'il vous plaît. Dites-leur de venir, expliquez-leur, il faut que je leur parle, il faut qu'ils se rétractent. Vous croyez vraiment que vos parents seraient tranquilles de vous savoir dehors ? Vous ne pensez pas qu'ils sont inquiets et qu'ils préfèrent vous savoir ici ? Ils jouent la carte de la culpabilité, comme partout. Dès qu'on veut vous contraindre à une chose, pour votre bien, ce qui en fait veut dire « je vous assure que ça marche, c'est ce qu'on fait d'habitude avec les gens comme vous », on tente de vous culpabiliser, parce que la culpabilité, ça calme, ça inhibe, ça paralyse, la culpabilité rend docile. L'estime de soi, aussi basse soit-elle quand on arrive à l'hosto, disparaît littéralement derrière la culpabilité ajoutée à celle qu'on s'inflige déjà par ce type de discours censé vous convaincre de rester, mais surtout de rester tranquille. Le pire, c'est que souvent, les personnes qui emploient ce type de douce manipulation ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Elles le font par habitude, parce qu'en général, ça marche. Ils ne savent pas ce qui se passe. Si je leur explique, je peux les convaincre. Il faut qu'ils me fassent sortir. Je ne peux pas rester là, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont inquiets, oui, c'est vrai, mais si je leur explique, ils peuvent comprendre. Appelez-les, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez-les.
De toute façon, ils ne peuvent pas venir maintenant, les visites sont interdites à cette heure-ci. Je le regarde extrêmement sérieusement, avec un sérieux appliqué, le sérieux des désespérés sans doute. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune solution? Vraiment? Vous voyez bien, je comprends très bien ce qui se passe, et si je dis que je ne peux pas rester là, c'est que vraiment, je le sais, je le sens, c'est impossible. Je ne supporte pas l'enfermement, ça me fait péter les plombs et je crois que ça se voit. Un autre traitement ne sera toujours qu'un traitement, un de plus, ce n'est pas ça qui me manque. Si je reste ici, je ne sais pas dans quel état je ressortirai. Il hésite. Je crois qu'il me croit. Il a envie de m'aider. Il me dit « Bon, je vais voir, mais je ne sais pas. » Dans la voiture. Mes parents ont décidé de me croire. Tout le monde leur a dit qu'ils faisaient une énorme connerie, que le jour où je serais morte, ils s'en voudraient toute leur vie. Finalement, eux aussi, on les a traités d'irresponsables, parce qu'ils connaissent les effets dévastateurs que l'enfermement provoque chez moi, parce que plus le cadre est épais, plus j'étouffe, puis j'explose. Ils ont signé une autre feuille pour me faire sortir, pendant qu'on les culpabilisait. Normalement, ça ne se fait pas, on ne sort pas si facilement. Mais l'infirmier a plaidé en ma faveur, parce qu'il en a vu passer des gens par ici, et il sait que ce n'est pas une solution pour tout le monde, même si parfois c'est la seule qu'on trouve. Je sais que tout le monde essaie de faire son boulot de médecin, son boulot de parent, je sais, et ce n'est pas simple, j'imagine bien. Ben ouais, je sais. Vraiment désolée.